tous et à toutes et bienvenue dans cette 220e rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous avons la joie d'accueillir Jean Desportes pour son premier roman. Bonsoir Jean. Bonsoir. Et nous retrouvons aussi Olivier Gallet de la librairie Idéale à Paris dans le 7e. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, on vous reçoit ce soir, Jean, pour votre premier roman qui est sorti le 5 mai aux éditions du Rocher et qui s'appelle Braise de Star. Je vais rappeler que nos amis participants peuvent vous poser des questions par mon intermédiaire, mais là, je vais vous laisser sur le grill avec Olivier qui va vous interroger sur ce merveilleux roman. Bonne rencontre, messieurs, à tout à l'heure. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et en cette première journée où on se libère un petit peu, on va dans les terrasses, aller au cinéma et tout ça, pourquoi pas faire un barbecue? Ce serait une bonne occasion. Et donc, je voudrais savoir, Jean, en fait, d'où vous est venue l'idée de ce livre? Alors, l'idée de ce livre, elle m'est venue d'une expérience professionnelle qui m'est réellement arrivée et qui a pris des proportions telles que je me suis dit qu'il y avait de la fiction qui se créait naturellement autour et j'ai décidé de la raconter. Alors, en fait, moi, professionnellement, j'ai travaillé dans les médias, notamment chez Dailymotion, donc dans un média vidéo plutôt nouveau. Et je m'occupais de la création de contenu vidéo pour cette plateforme, et notamment de contenu vidéo publicitaire. Et un jour, un grand distributeur de hard discount allemand vient me voir, vient voir mon équipe avec une demande. En fait, leur image souffre beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'ils font beaucoup de promotions, mais effectivement, il y a des vidéos qui montrent des gens qui se filment dans les magasins en train de se battre, parfois même le sol pour arracher des promotions des cartons. Et donc, ils disent, ça, c'est plus possible, il faut absolument qu'on trouve le contre-pied et qu'on trouve une bonne idée vidéo pour préempter, nous aussi, le territoire des réseaux sociaux. Et ils ont l'idée d'une grande opération barbecue de l'été, voilà, pour finalement rallumer la flamme entre eux et les Français. Et ils nous disent, voilà, on a cette opération, maintenant on ne sait pas du tout comment en parler, il faut que vous nous trouviez une idée. Et moi, c'est mon travail d'avoir des idées. Et à cette époque-là, toutes les émissions de télé-réalité de cuisine marchent énormément, que ce soit Top Chef, Master Chef, etc. Et je me dis, eh bien, on va créer la première émission de télé-réalité de cuisine dédiée au barbecue. Et ça va s'appeler Braise de Star. Et donc, moi, je vais écrire le scénario en 6 épisodes de cette web-série. Comme cette enseigne de hard discount allemand a beaucoup de moyens, ils vont mettre pas mal de centaines de milliers d'euros sur la table, ce qui va nous permettre vraiment de coller au genre en allant chercher des célébrités qui sont coutumières des émissions de télé-réalité. Et donc, on va chercher une chanteuse, un chanteur, une autre chanteuse. On va aussi chercher des youtubeurs parce que eux, ils ont l'habitude effectivement du digital et ils vont donner le bon rythme, etc. Et je vais confier ce projet à un producteur qui, lui, va le fabriquer. Et en fait, c'est là où tout dérape. C'est-à-dire que je me rends compte, après lui avoir confié ce projet, peut-être un peu trop vite, de façon un peu trop naïve, puisque en fait, je ne le connaissais pas, on me l'avait recommandé, enfin bref, que ce producteur est fou. Et donc, vous savez comment se passe une émission de télé-réalité. On s'enferme tous dans un espace clos, voilà, pour multiplier les interactions, et simplement, ça va devenir une cocotte minute infernale sur laquelle je n'aurai plus aucune prise, et ce que j'avais écrit se transforme en quelque chose de complètement différent. Et simplement, moi qui l'ai écrit, je vois bien qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se produire parce que tout part dans le décor, toutes les intentions tombent à l'eau, le casting est au bord de la rupture, etc., etc., à cause de ce producteur
qui se prend pour le roi de la Côte d'Azur, puisqu'on va aller tourner tout ça à Marseille. Et simplement, je me dis, là, il y a une matière énorme. J'avais écrit quelque chose, mais quelque chose de plus gros est en train de se produire. Comme j'aime écrire, je me dis, là, il y a une fiction, effectivement, qui est en train de se créer sous mes yeux. Je l'écris. Et du coup, ce qui est intéressant en fait dans le livre, et c'est vraiment dès le début du roman, c'est que en fait, chaque métier a un vocabulaire. Et donc, du coup, vous utilisez le vocabulaire que nous, auquel on n'est vraiment pas très habitués. Alors, oui, l'idée de ce roman, c'est aussi de plonger dans un univers qui est celui de l'audiovisuel, de la télévision, mais aussi du cinéma, en reprenant finalement ces codes et tous ces métiers, parce que ce livre raconte vraiment un tournage qui dérape. Et pour bien comprendre un tournage, c'est une mécanique extrêmement huilée, presque militaire. Souvent, on dit le cinéma ou la télévision, c'est comme à l'armée, c'est-à-dire qu'il y a énormément de grades, depuis le réalisateur jusqu'au stagiaire assistant. Et donc, il y a tous ces métiers qui doivent s'imbriquer, qui ont tous des rôles extrêmement précis, pour à la fin produire un produit qui est quand même très complexe. Et donc, je trouvais intéressant, en tout cas, de faire rentrer le lecteur dans cet univers, puisque je crois que la littérature, c'est aussi un moyen de connaissance du monde. Et là, il y a beaucoup par exemple, de romanciers, notamment américains, qui le font très très bien et qui vont jusque dans les détails de la description de leur univers. Je pense à Philip Roth, par exemple, dans La Pastorale américaine, qui va décrire carrément une tannerie, etc., et qui décrit le cuir, l'aiguille, etc., etc. Et donc, je trouve que la littérature, c'est aussi un moyen de connaître le monde. Et quitte à être peut-être un petit peu technique, oui, effectivement, j'ai expliqué le rôle de chacun, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnages, mais notamment pas mal de personnages qui tournent autour de cette histoire, mais parce que je trouve que c'est intéressant vraiment de plonger le lecteur dans ce fourmillement de métiers et d'interactions humaines qui sont parfois très brèves, mais c'est pour montrer ce que c'est, faire ressentir vraiment ce que c'est qu'un tournage, et aussi faire sentir l'enjeu du grain de sable qui se met dans la mécanique. Parce qu'effectivement, quand ce grain de sable, qui n'est pas tout à fait un grain de sable, qui est plutôt un gros caillou, se met dans la mécanique, effectivement, on voit que tout cet écosystème peut partir dans le décor. Et en fait, il y a aussi, votre texte est assez ancré dans le réel, c'est-à-dire qu'il y a quand même des noms de marques que vous donnez, sauf en fait pas la web série, mais le distributeur. Voilà, le distributeur et le diffuseur. Oui. Oui, alors, je crois que c'est peut-être une licence que je me suis autorisée, c'est-à-dire de citer des choses qui existent vraiment pour servir de référence, finalement. Oui, pour servir de référence, moi, finalement, au pendant que j'ai inventé, que ce soit ce distributeur de hard disk allemand, ou que ce soit cette plateforme vidéo. Mais en gros, en citant des marques comparables, ça permet de les situer et de bien faire comprendre, je crois, sans les citer nommément, bien qu'elles existent, puisque, en tout cas, elles ont donné le matériau de départ de ce roman. Du coup, en fait, moi, quand j'ai lu cette espèce de télé-réalité, moi, ça m'a fait penser à une télé-réalité que je regardais, mais au second, voire 31e degré. C'était La Ferme Célébrité. Oui, alors, vous avez parfaitement raison. Et simplement, La Ferme Célébrité était écrite et produite avec l'ambition, effectivement, d'être déjà dans le second degré. Donc, parce que finalement, toute l'histoire, toute la mise en scène est assez improbable. Et effectivement, ces célébrités qui jouent au fermier, enfin bon, on voit bien qu'il y a déjà une intention de divertissement et de faire rire, et aussi de second degré.
Vous avez raison, c'est-à-dire que dans Brest de Star, ce qui devait être très premier degré, puisque le projet initial, c'est vraiment de vendre cette opération barbecue aux Français, parce qu'il y a un distributeur, donc une marque de supermarché, qui a fourré tous ces magasins de barbecue, de côtelettes, de steaks, de gazon synthétique, de tout ce qu'on veut, de tentes, etc., et qui doit absolument les vendre. Donc, en fait, il y a un objectif qui est très, très sérieux. C'est une énorme enseigne, hein, qui a plus de 2000 magasins en France. Donc, il y a un objectif très sérieux, qui est un objectif publicitaire. Et simplement, alors qu'il aurait dû être traité de façon assez sérieuse, avec des messages de marque très précis à faire passer, sur la viande d'origine française, les légumes frais, etc., tout part absolument dans le surréaliste, l'absurde. Et donc, oui, d'un coup, on arrive dans un territoire qui est peut-être proche de la ferme célébrité, mais en tout cas, ce n'était pas du tout le but initial. Et donc, ce qui, à l'époque où moi j'étais responsable de ce projet, m'a donné énormément de sueur froide, puisque d'un côté, on a effectivement les clients allemands pour qui un centime d'euro est un centime d'euro, voilà, et qui ont une stratégie marketing extrêmement précise. Et de l'autre côté, j'ai vraiment la villa des fous, avec un producteur qui fait n'importe quoi, qui organise des fêtes somptuaires, voilà, parce que c'est vraiment le roi de la Côte d'Azur. Il n'a jamais eu autant d'argent, et je crois que là, il se dit, c'est mon heure, c'est maintenant que je vis ce moment de fête, entouré finalement de vraies célébrités, hein. Et simplement, quand il faut tourner, eh ben, tout le monde est en descente d'alcool, ou même un peu plus, et donc c'est vraiment l'enfer, quoi. Donc les gens ne sont pas à l'heure, on est obligé de changer les décors en catastrophe parce que un tel est incapable de jouer. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Ça rappelait aussi une émission de télé-réalité où là, c'était soi-disant des people. C'était Nice People avec Arthur. Oui, alors j'ai moins regardé peut-être que vous, mais oui, je sais pas très bien ce qui se passait dans cette télé-réalité-là, mais oui, enfin c'est tout à fait possible, oui. Et maintenant, en fait, vous avez changé complètement de métier. Oui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi je dirige un magazine d'architecture et de décoration qui est dédié aux petits espaces, voilà, urbains, parce que j'ai toujours eu le goût de l'architecture et je trouvais que c'était dommage qu'effectivement il n'y ait pas un titre de presse qui se consacre aux surfaces plus compactes, qui nous concernent un très grand nombre. Elles étaient souvent traitées en supplément dans les grands magazines, mais il n'y avait pas un titre qui s'en occupait vraiment. Et comme moi, j'ai toujours eu vraiment le goût d'écrire, voilà, je me suis dit, c'est le moment de faire cette idée, et notamment aussi parce que ce passage dans les médias, toute l'intensité, mais aussi finalement cet univers qui parfois peut créer, qui peut être très excessif, m'a peut-être un petit peu vacciné pour un temps, et donc j'avais besoin de me poser sur mes projets d'écriture, et donc en développant une activité annexe qui me permet de concilier les deux, l'écriture et un métier. Est-ce que c'est marqué sur le livre que vous avez travaillé sur Canal+? Oui, en fait, j'ai fait la même chose que ce que je faisais chez Dailymotion. Donc, c'est-à-dire créer des contenus, et notamment créer des contenus publicitaires. Et je l'ai fait chez Canal+. Ensuite, c'est-à-dire en utilisant finalement tous les moyens que peut offrir le groupe Canal+, en termes de moyens de production, mais de talent, pour créer des contenus qui pouvaient correspondre à des problématiques de marque. Donc voilà, ça je l'ai beaucoup fait, et à un moment, j'ai eu vraiment envie de faire une pause. Voilà. Et vous avez mis combien de temps pour l'écrire, ce roman? J'ai mis 2 ans à peu près, le temps en fait de bien digérer toute cette histoire, et ensuite de reconstruire une sorte de cohérence à partir des faits,
et pour finalement écrire des personnages, travailler les scènes, travailler les anecdotes, bref, recréer une sorte de tout cohérent avec un début, un milieu et une fin. Vraiment dégager l'enjeu pour que, en fait, à partir de cette problématique de marketing, on en arrive à une sorte de thriller, puisqu'à la fin, voilà, est-ce que ce projet va aboutir? Est-ce qu'il va aller à son terme? Quelles vont être les conséquences pour toutes les personnalités et tous les professionnels qui s'en occupent? Voilà, donc il a fallu du temps pour poser toutes les choses, tous les ingrédients, et finalement en faire une histoire qui tienne la route, quoi, si je puis dire. Donc en fait, vous étiez encore dans les milieux des médias Oui, quand vous l'avez écrit. exactement. Donc je crois que je faisais une sorte de travail le soir, un peu d'agent infiltré. Donc en écrivant, en nourrissant de ce que je pouvais voir, pour essayer de créer, je crois, une histoire qui colle quand même à la réalité, mais qui colle à la réalité pour les éléments techniques, et en même temps qui prennent de la distance, du recul, pour montrer cette immense machine à laquelle plein de gens participent, et parfois pour créer des choses, et je devais me l'avouer, un peu vaines. C'est-à-dire, et je crois que c'est aussi le projet du livre, c'est de montrer comment on est vraiment dans une société du tout marketing, où en fait les marques, mais comme les individus, utilisent tous les nouveaux canaux et notamment les réseaux sociaux pour briller, et pour engager la conversation vraiment avec le maximum de personnes. Et dans cette espèce de folie un peu égotique, elles sont prêtes parfois à tout, jusqu'à risquer le ridicule. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'on implique énormément de ressources, de talents, sur des enjeux qui sont parfois vraiment commerciaux. Je ne vais pas les critiquer, mais le but à la fin, c'est vraiment de vendre des côtelettes de bœuf ou un kit de barbecue. Et on voit effectivement que pour arriver à faire ça, donc pour que quelques articles passent en caisse, on est prêt à monter des énormes dispositifs qui vont engager effectivement beaucoup de techniciens, mais de commerciaux, mais de talents, d'auteurs, etc., pour ça. Donc, c'est assez vertigineux. Et du coup, vous aviez un emploi du temps pour l'écrire. Enfin, je veux dire, vous écriviez le matin, le soir. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un du soir, donc j'écris plutôt le soir. Voilà, ce qui fait que je me couche pas très tôt. Mais oui, j'aime beaucoup le moment du soir, c'est-à-dire quand tout ce qui devait être fait dans la journée a été fait, qu'on ne peut plus rien pour sauver cette journée, et que donc il y a ce temps un peu vide avant que redémarre une nouvelle journée, où là, on peut se poser sur ses idées et avoir du temps effectivement pour les décanter, écrire, revenir dessus. Voilà. Donc, Et à partir de quelle heure, par exemple? alors, moi je me mets à écrire. En fait, ce que je fais, c'est que j'essaie d'expédier le dîner assez vite pour pouvoir écrire à partir de 21h, 21h30, quoi, jusqu'à minuit, 1h. Voilà, donc ce qui est tard. D'accord, Bien sûr. ouais, c'est ça. Donc, vous êtes Euh, dans votre bulle. oui, c'est vraiment ma bulle nocturne. Et j'avoue que là, pendant les derniers temps qu'on avait vécu, notamment le confinement, c'était important pour moi d'avoir toujours ce temps où le monde qui nous entourait, qui était un peu angoissant, s'apaisait, j'en entendais un peu moins parler, et pour me remettre dans d'autres choses, voilà, plus personnelles et parfois plus réjouissantes, quoi. Du coup, vous avez écrit pendant le confinement ou le livre était déjà terminé? Alors, celui-là était terminé. En fait, ce livre-là, il aurait dû sortir justement l'année dernière, mais simplement, en fait, sa sortie était concomitante avec le premier confinement. Et là, à raison, je crois, la maison d'édition, Le Rocher, a décidé que c'était trop risqué de le sortir, puisque là, vraiment, tout le monde était dans le brouillard, quoi. C'est-à-dire, on ne savait pas si les librairies fermeraient pour longtemps. Ce qu'on allait pouvoir faire. Donc là, ils ont préféré décaler. Et donc, il est sorti finalement avec 1 an de retard.
Mais ce qui fait que moi, j'avais d'autres idées et donc, ça ne m'a pas empêché de travailler sur de nouveaux Sur un projets. nouveau projet. Ouais, D'accord. ouais. Et voilà. Et j'avais aussi un autre projet qui est déjà au Rocher, qui est déjà en préparation. Mais en fait, quand cette histoire m'est arrivée, voilà, j'étais sous le coup de tous ces événements un peu fous qui s'étaient produits. Et je me suis dit, OK, c'est maintenant qu'il faut le faire. J'ai les idées fraîches, donc je l'écris assez vite. Donc finalement, 2 ans, bon, je trouve que enfin, quand on a un travail à côté, je trouve que 2 ans, je suis allé plutôt vite sur celui-là. D'accord. Moi, le titre, ça m'avait pensé à l'émission Graines de Star. Et je voulais Ouais. savoir si ça vient de là ou si ça vient d'autre chose. Alors oui, non, mais enfin, bien vu, hein, Oui, il faut oui, rappeler pardon, Graines de Star, c'était une émission présentée par Laurent Boyer, c'était une émission de talent, en fait. et c'était une émission de talent, exactement. Mais évidemment, en fait, ce titre d'émission, Graines de Star, il a marqué énormément l'audiovisuel et donc tous les téléspectateurs que nous sommes. Parce qu'il fallait que je trouve un titre, Mhm. euh, euh, et parce que ça parlait de barbecue, bah, je sais pas, enfin, j'ai essayé pas mal de choses. Et à un moment, Mhm. j'ai mis Braise et Star, et oui, et ça crée un truc qui fonctionnait et qui rappelait effectivement cette émission. Vous avez tout à fait raison. Oui, oui. Ça l'ancrait dans un paysage immédiatement, je pense, intelligible. Mhm. Et ça me permettait finalement, moi, de gagner du temps, puisque comme ça, on rentre directement dans un univers qui est celui de la télévision, de la télé-réalité. Donc ça va plus vite pour expliquer le projet. Et avec les éditions du Rocher, enfin, votre éditeur ou éditrice, c'est une éditrice, je Oui, crois. c'est Julie Daniel Ouais. au Rocher. Vous avez beaucoup retravaillé. Enfin, comment ça s'est passé au niveau du. Alors oui, j'ai un petit peu retravaillé. Je crois que l'essentiel de la trame était posé. Et simplement, Julie m'a demandé d'élaguer. Donc, on a élagué ensemble, Mhm. puisque peut-être qu'il y avait un peu trop de péripéties. euh, et que donc, pour que l'histoire, parce que c'est vrai que il y en a beaucoup, quoi. Et donc, pour pas étouffer en fait la trame, voilà, on a fait un travail d'élagage pour se concentrer sur vraiment ce qui était le plus représentatif. Mhm. Euh, voilà, tout ce qui euh, vraiment signifiait la folie. Hein. Donc, imaginez un huis clos, on sort du monde euh, et, Mhm. euh, et c'est vraiment la maison des fous. C'est-à-dire que c'est ce que je raconte. C'est-à-dire que le créatif là, de la plateforme qui a imaginé ce projet, Mhm. lui, pendant 8 jours à Marseille, il vit un véritable enfer. Mhm. Rien ne va. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il pense avoir réglé un truc, il y a un nouveau truc encore plus absurde qui lui éclate à la figure. Euh, dans tous les domaines. Par exemple, on se rend compte au bout du deuxième jour de tournage, dans cette villa de rêve, hein, qui est très très belle, qu'il n'y a qu'une seule toilette et que cette toilette est bouchée. Euh, donc, donc, donc c'est peut-être un détail, mais quand il y a 50 personnes sur un plateau et qu'il n'y a Mhm. qu'une toilette et qu'elle est bouchée, autant effectivement, il y a les techniciens garçons qui, eux, vont commencer à faire pipi derrière des gros pots de cactus ou dans des bouquets de laurier rose. Mais par exemple, pour des stars de la chanson, c'est difficile de leur dire bah maintenant, en fait, vous allez aller dans le jardin. Quoi. Mhm. Et le producteur, lui, il veut pas du tout s'en occuper parce que lui, il dit moi, je suis producteur de télé, je suis pas plombier, je m'en lave les mains parce que tout ça est vraiment beaucoup trop vulgaire pour lui. Et donc, en fait, voilà, le publicitaire en charge de l'opération est obligé de feuilleter dans un bottin pour trouver l'adresse d'un plombier. Enfin, il se retrouve à gérer des trucs qu'il ne devrait pas du tout gérer. Et pendant ce temps-là,
en fait, on est obligé d'emmener avec les vannes de la production les chanteuses ou les membres du casting dans les toilettes des cafés alentours, quoi. Donc, et donc, évidemment, à chaque fois qu'il faut tourner, parce qu'il faut enchaîner entre un plan et un autre, on dit où est, par exemple, Audalie Summer, où est Tama Tonner? Ah ben non, elle est aux toilettes, ou elle part aux toilettes, ou elle revient des toilettes, ou on ne sait plus, elle doit être dans le van, enfin bon, bref. Et donc, en fait, cette histoire juste de toilettes devient un énorme problème. Mais le producteur, lui, alors là, ah non, lui, il boit son champagne au bord de la piscine, et surtout, on ne vienne pas lui parler de toute cette trivialité, quoi. Et c'est beaucoup de choses comme ça. Et beaucoup sont vraies. Alors, voilà. Et moi, mon travail, ça a été d'en refaire des scènes et d'essayer de les rendre vraiment perceptibles et efficaces. Mais des histoires comme ça, il y en a plein, quoi. Voilà. Par exemple, la villa de rêve, elle a été louée à un Marseillais, voilà, un ex-marin de la marine marchande. Voilà. Et normalement, quand on loue une villa, surtout pour un projet de cette ampleur, le propriétaire n'est pas là. Mais simplement, comme il dit il va y avoir des stars, je veux rester pour les voir. Et donc, il est toujours là, il commente l'action, et en plus, il fait venir ses amis. Donc, en fait, d'un coup, on se retrouve avec une sorte de sortie de maison de retraite sur le plateau, avec plein de gens qui parlent pendant les prises, qui mangent des sandwichs de la production et donc des techniciens, et qui passent un merveilleux moment, alors qu'en fait, on essaie juste de faire quelque chose de professionnel, quoi. Et donc, c'est un empilement de choses comme ça qui n'arrive jamais, et là qui arrive. Donc, ce qui fait, je crois, le sel de cette histoire. C'est vrai que moi, mon ex a travaillé en télé, donc j'ai connu ça pendant 7 ans. Et j'ai eu un passage aussi entre-temps où j'étais attaché de presse cinéma pour des grosses productions, genre des films des films de Steven Spielberg, Oliver Stone et tout ça. Et j'ai su ce qu'était en fait l'urgence. C'est-à-dire que l'urgence, elle est vraiment dans la seconde. J'ai connu l'urgence en librairie, mais après, là, j'ai connu cette urgence d'urgence qui est, pour moi, je pense, invivable. Et je pense que vous l'avez vécu, en fait. Oui, l'urgence, elle est congénitale en fait de ces métiers, puisque effectivement, par exemple, là, il y avait dans cette web série, donc dans Brest de Star, il y a 6 épisodes à tourner. Et donc, il y a tout un découpage avec toutes les scènes qui doivent ensuite se connecter pour créer un ensemble narratif cohérent. Et donc, les journées, pardon, sont pas interminables. Donc, en fait, une journée, ça commence tôt quand même. Donc, ça commence à 7h30 du matin, mais ensuite, elle se termine avec vers 19h, quoi. Et on ne peut pas aller au-delà, puisque ensuite, bon, alors c'est des heures supplémentaires, etc., parce que les techniciens ne sont pas des esclaves, et c'est bien normal. Et donc, en fait, et pour une question de coût et de temps, il faut tout faire rentrer dans une journée. Et donc, tout est vraiment au millimètre. Et c'est pour ça qu'au cinéma ou à la télévision, il y a ce qu'on appelle des séquenciers, où chaque séquence est décrite, donc qui, quoi, où, comment, avec un timing très précis, et on les enchaîne. Et généralement, il y a toujours un assistant qui, dès qu'une scène est faite, la raye sur le plan de travail, et on passe à la suivante. Et simplement, donc c'est l'urgence, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et là, en plus, il y a un producteur fou, donc il n'aide pas du tout à tenir cette urgence. Donc en fait, on a l'urgence du programme à tourner, et plus toutes les catastrophes qui s'accumulent et qu'il faut traiter et qui rajoutent en urgence. Et quand on parle d'urgence, c'est vraiment d'urgence. C'est-à-dire que parfois, il faut faire venir des médecins, puisque à un moment, il y a une chanteuse qui a un peu trop fait la fête justement la veille avec le producteur, qui est une chanteuse et qui en plus très stressée à l'idée de jouer la comédie, parce qu'elle dit mais moi je suis une chanteuse, je suis hyper stressée, et donc elle arrive en retard sur le plateau et elle est tellement perclue de stress que en fait son ventre a littéralement triplé, quadruplé de volume, et donc elle doit jouer parce que c'est une chanteuse qui était connue dans les années 90 pour son caractère de femme battante, hyper combative, avec un corps extrêmement affûté, etc. Et là, on la retrouve tremblante, apeurée,
et avec cet incident physique qu'elle n'arrive pas à contrôler, qui est ce ventre énorme. Et elle devait jouer le rôle d'une femme séductrice, un peu bimbo sur les bords, et là, elle se retrouve en femme enceinte du 29e mois, quoi. Donc là, on se dit, OK, nouvelle urgence. D'abord, il faut la soigner, il faut trouver un médecin, il faut faire venir un médecin sur le plateau. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour réécrire en fait tout pour qu'en fait son rôle soit adapté à une femme qui a un gros ventre, qui est manifestement enceinte, puisque par ailleurs, elle est très très mince. Donc voilà. Donc ça, c'est l'urgence sur l'urgence, quoi. Et c'est pas évident à gérer. C'est vrai que quand vous parlez de, parfois il y avait dans certaines émissions de télé-réalité, en fait, ils écrivaient les règles comme ils souhaitaient, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'un tel en fait soit éliminé et donc ils créaient des règles, des fausses règles entre guillemets, pour recréer l'histoire en fait. En fait, la télé-réalité finalement, ce sont des histoires. Mais créé par les producteurs. C'est-à-dire qu'ils veulent, s'ils veulent quelque chose, ils sont capables de créer quelque chose pour que ça se passe. Exactement. La télé-réalité, il ne faut pas croire finalement au mot réalité. Parce que, en fait, ce sont des fictions qui ont des dehors de réalité, puisque on donne l'impression qu'on met des personnes réelles, mais qui sont toutes des personnages évidemment, et qu'on les met dans un cadre et qu'elles sont ensuite libres de faire à peu près ce qu'elles veulent et qu'elles ont finalement leur destin en main au sein du programme. Pas du tout. Effectivement, tout est très scénarisé. Effectivement, quand on décide d'éliminer un tel, c'est pour des raisons de chronologie de l'histoire, de moments de tension, voilà, pour créer quelque chose de plus intéressant ensuite. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est un projet qui est bien tenu et qui est bien respecté. Et tandis que dans Brest de Star, tout ce qui avait été scénarisé, pour le coup, tombe à la poubelle. Et donc, il y a un nouveau scénario qui se substitue au premier scénario. Et donc, c'est ça que je trouvais aussi intéressant. C'est-à-dire que, notamment dans une industrie qui est celle de la publicité ou du marketing, où tout est validé, la couleur d'un vêtement, le décor, vraiment au millimètre, et voilà, et il y a une sorte de folie aussi du contrôle, et bien là, on était dans la folie de l'incontrôlé. Et donc, ça, je trouvais que ça prenait le contre-pied de ces programmes qui sont censés être une réalité, mais qui sont de la fiction. Et là, quelque chose qui était très fictionné et qui crée une fiction encore complètement différente. C'est vrai que la télé-réalité a beaucoup évolué parce que moi, je l'ai regardé un peu, hein, et à un moment, il y a eu quand même Secret Story qui a duré quand même assez longtemps. Tout à fait. Au tout début, c'est vrai que c'était vraiment comme le Loft un petit peu. Ouais. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu évoluer le projet, mais je pense que c'était pour garder aussi les téléspectateurs parce qu'il fallait se renouveler en fait. Bien sûr. Et donc, du coup, ils créaient justement des espèces d'histoires complètement rocambolesques. Enfin, c'était abracadabrantesque. Exactement. Ouais. Et on se disait, mais pourquoi quoi? Oui, bien sûr. Mais tout cela est scénarisé. Et ça me fait penser vous parliez effectivement de personnages qui sortent ou qui rentrent. Et là, dans Brest de Star, il y a des personnages qui sont à deux doigts de sortir, ou même certains qui devaient rentrer mais qui sont jamais rentrés, et d'autres qui doivent sortir parce qu'à un moment, on a l'impression qu'ils vont exploser en vol, et donc il faut modifier le scénario pour qu'ils sortent et que ça se fasse bien. Et donc là, il y a le producteur qui dit, mais oui, on fait comme aux États-Unis, voilà, il s'empoisonne en mangeant une merguez, il meurt, et hop, on le remplace par quelqu'un d'autre, et ça nous arrange, parce que de toute façon, il était au bout du rouleau, et on fait rentrer machin, et qui reprend le flambeau, etc. Et moi, j'étais obligé de dire... non, c'est impossible parce que en fait, on ne peut pas s'empoisonner en mangeant une merguez pour une marque qui vend des merguez, quoi. Donc voilà. Donc il y a une sorte de contradiction complète entre le genre de la télé-réalité, le projet publicitaire, et à cause de ce producteur qui crée la confusion. Mais oui, on est passé, et ça c'est pour le côté réel, hein,
pas loin de la catastrophe, avec effectivement des comédiens, comédiennes qui, à cause de tout ce climat et toutes ces péripéties qui s'accumulent sans cesse, craquaient. Et donc, on se disait, OK, il faut les remplacer, mais comment est-ce qu'on fait? On est en train de tourner. Comment est-ce qu'on fait arriver quelqu'un, par exemple, de Paris ou de Marseille ou de Lyon ou de que sais-je, je sais pas, en 3 heures pour prendre la balle au bon, alors qu'en fait, le tournage, on ne pouvait pas non plus l'étendre sur des semaines, quoi. Donc, ouais. C'est une gymnastique pas évidente. Et pendant le confinement, vous avez lu ou au contraire, c'est comme certaines personnes parfois, vous n'avez pas réussi? Alors, oui, j'ai lu. Enfin, je lis toujours. En fait, j'ai toujours un, deux livres en route, en parallèle, parce que j'aime bien passer de l'un à l'autre. Donc, oui. Et d'ailleurs, je crois que c'est parce que je lis, et plutôt beaucoup, que je me suis autorisé à avoir un projet d'écriture. Parce que je crois qu'il est toujours bon de s'inspirer, de mettre avant soi-même de passer à l'acte d'écrire. Donc, moi, au début, j'avais une sorte d'inhibition par rapport à ça. Et donc, je me suis servi de mes lectures pour m'accompagner. Par exemple, les dialogues. Quand j'écris des dialogues, j'ai toujours des références. Par exemple, j'aime beaucoup la façon dont Jean Echenoz écrit ses dialogues. Donc, quand je dois faire une scène de dialogue, je vais relire, par exemple, Jean Echenoz, parce que je sais que j'aime la façon dont dont il les fait. Mais je vais aussi lire Patrick Modiano, parce que Patrick Modiano écrit très, très bien les dialogues, par exemple. Voilà, pour une scène de description, je vais pouvoir aller chercher ailleurs, quoi. Je crois que c'est important de se confronter toujours à la langue, à la façon dont elle est utilisée, parce qu'il y a toujours des choses qui nous frappent. Voilà, un tel qui a le sens des images, un autre qui a effectivement le sens des descriptions hyper rapides et percutantes. Donc, ou même aussi pour trouver du vocabulaire, je trouve que c'est toujours intéressant de faire vivre les mots. Et donc, c'est toujours intéressant de trouver tel mot qu'affectionne un auteur et de tourner autour et de se l'approprier, pourquoi pas. Ouais. Donc oui, je lis toujours. Et en ce moment, vous lisez quel livre? Alors, en ce moment, je lis 2 livres. Je lis Monsieur de Phocas de Jean Lorrain. Donc voilà, cet écrivain hyper dandy de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui a fait scandale en son temps et qui est fasciné par les oiseaux de nuit. Et c'est vrai que ça me plaît pas mal. Et donc, il a une écriture tout à fait décadente, avec énormément de vocabulaire extrêmement précis. Et donc c'est très bon pour la culture. Voilà, c'est ultra référencé. Et en même temps, j'ai démarré Télé-réalité de Bélanger, parce que c'est un sujet qui est connexe. Voilà, voilà, moi j'ai écrit et donc c'est très intéressant de voir comment lui il traite ce sujet-là. Donc lui c'est plus une histoire de la télévision, hein. Et donc c'est très intéressant. Et c'est publié chez qui, le premier auteur? Jean Lorrain, là c'est chez Garnier Flammarion puisque c'est un poche. Donc voilà. Parce que je ne connaissais absolument pas cet auteur, c'est pour ça. Ah ouais, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est une écriture très particulière. Effectivement, on en parle peut-être un peu moins aujourd'hui. Donc là, c'est plus pour mon goût de la recherche, hein, un peu littéraire. Donc aller chercher les auteurs voilà, qui sont peut-être un peu moins sous le feu de la rampe aujourd'hui. Mais c'est vrai que le thème de la télé-réalité, en fait, est abordé aussi au tout début du roman de Delphine de Vigan. Oui,
Alors, je n'ai pas encore lu celui-là, Mm. mais il est sur ma liste et il paraît qu'il est très bien. Je crois qu'il s'intéresse beaucoup, notamment aux influenceurs. C'est ça, oui. Enfin, Ouais, ouais. je l'ai pas lu, mais c'est vrai que j'ai lu le début par curiosité. Et au tout début, il parle en effet de Loana et de Love Story. Et voilà quoi. Donc, Oui, oui. Et je crois qu'en fait, en fait, ce phénomène télévisuel majeur nous a tous impactés, a vraiment impacté la société très profondément, hein, dans sa façon de se divertir, mm, sa façon aussi de raconter de nouvelles histoires qu'on ne racontait pas comme ça avant. Aujourd'hui, il y a effectivement tout un travail de la scénarisation des personnages qu'on peut voir par exemple dans des émissions comme Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, qui est en fait aussi une télé-réalité. C'est-à-dire qu'on crée des personnages on donne l'impression aux téléspectateurs que ce sont des personnages qui sont comme ça dans la vraie vie. Pas du mm, tout. Chacun a des rôles très définis et mm, interagit sur un plateau. Donc je crois qu'on est vraiment là-dedans. Et la publicité s'en inspire aussi. Et donc je trouvais aussi intéressant de montrer toutes ces stratégies nouvelles qui passent notamment par les réseaux sociaux, où en mm, fait on se sert d'incarnations très puissantes, qui sont notamment les influenceurs que l'on suit, pour faire passer des messages. Voilà. Et donc je pense qu'il ne faut pas en être dupe. Et si mon livre peut aussi servir à ça, c'est bien. Je voudrais juste rebondir, on parlait de références littéraires. Est-ce que vous avez lu le livre de Tonino Benacquista qui s'appelle Saga? Je l'ai lu, oui, il est sorti il y a quelques années déjà. Voilà, mais j'en ai plus un souvenir très net. Donc il faudrait Alors, que je le relise. Mais oui, Je vais oui. le relire parce que vous allez vous dire, ah mais oui, il y a des choses qui... Et pour en oui. revenir à Delphine de Vigan, effectivement, au départ, elle parle de la télé-réalité, mais Mm, surtout la mise ouais. en scène des parents avec leurs enfants sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça, il y a La toute une... mise en scène des parents et des enfants. Voilà, plus Mm, exactement, c'est ça, puisqu'il y a une mère de famille qui met en scène ses enfants sur Instagram, ouais. pour pas le nommer. Mm, Et il y a un de ses enfants qui va disparaître, donc on se dit tous, elle est catastrophée parce que son enfant a disparu. Mais non, en fait, la manne financière a disparu. Voilà, je referme juste la parenthèse pour ceux qui n'ont pas lu, ils le Très liront. intéressant. Ah oui, 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 très, très intéressant, bien sûr. Oui, Alors, et d'ailleurs, ça nous évoque tout de suite différents influenceurs ou influenceuses et qui mettent aussi leur vie de famille en scène. Et moi, ça me pose toujours un petit sujet, c'est-à-dire que tant que l'enfant n'est pas majeur, finalement, il ne peut pas vraiment exprimer son consentement par rapport à ça. Donc, est-ce que ça risque pas de créer des problèmes ensuite quand il voit que toute son enfance a été médiatisée malgré lui, hein, quand effectivement son regard critique s'éveille. Donc j'ai toujours une sorte d'interrogation par rapport à ça. si j'ai bien compté, il y a 38 personnages dans votre roman. Un roman, 38 personnages. Que s'est-il passé dans votre tête? J'en ai porte. Parce que c'est quand même... Oui, oui, oui. Alors, 38 personnages, oui, c'est beaucoup. Je pense que simplement, il y a quand même, dans ces 38 personnages, ils n'ont pas tous le même rôle. Et je pense qu'il y a quand même vraiment des personnages principaux autour desquels l'histoire gravite et qui mène en fait récit. Maintenant, comme je le disais au début, moi j'ai voulu aussi faire un livre, un roman, mais un peu dans une veine réaliste, c'est-à-dire que mon idée n'était pas forcément de prendre le lecteur par la main pour tout lui expliquer de façon très pédagogique, hein. C'était plutôt de le plonger, clac, dans une sorte d'univers qui va à 100 à l'heure tout le temps. Donc, soit il prend le train et il voit quelque chose pendant quelques pages qu'il ne connaît pas et donc il peut se faire un avis, soit il n'a pas envie de prendre le train et donc là il restera sur le quai. Mais voilà, l'idée c'est en fait on est plongé d'un seul coup dans un univers qui fourmille, qui est plein d'énergie, pour donner en fait cette espèce d'impression qui peut être sans doute un peu déstabilisante, mais pour provoquer cette impression presque oui, réaliste, quoi, ou au plus près du réel. Quoi. Donc j'ai sans doute exagéré, etc. Mais les personnages, en tout cas la foultitude de personnages, en fait partie, puisque dans nos vies,
et pour beaucoup qui exercent différents métiers, ils sont en interaction, nous sommes en interaction tout le temps avec beaucoup de personnes. Et je trouve que parfois, dans les livres, on réduit les univers à quelques personnages, à quelques lieux, etc. Et en fait, oui, ça simplifie, mais c'est pas vrai. Et notamment dans le monde des médias et de la télévision et du cinéma, il y a beaucoup de monde. Et je trouvais que c'était intéressant de créer cette espèce de vertige avec tous ces personnages qui interagissent tout le temps, qui sollicitent tout le temps tout le monde, et au milieu desquels il faut se frayer un chemin, quoi. Si je peux juste avoir une petite remarque, c'est court. C'est que le roman s'ouvre, on est à l'opéra, Oui. donc ce qui est quand même, c'est l'opéra. Et Ouais. le chapitre d'après, bam, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Ce sont Ouais. quand même deux mondes opposés, hein. Enfin, je veux dire, on peut le dire. Alors, si ce n'est que, en fait, l'opéra, c'est un spectacle total, quand même. Très précis, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de très précis, l'opéra. Voilà, c'est le spectacle Oui. de tous les spectacles, Mm. qui mobilise tout. Donc, lui aussi, c'est une armée de gens pour faire un opéra. Hein, quand on va Oui. à l'opéra, on voit bien qu'il y a une armée de gens partout pour faire un spectacle qui se produit dans une fenêtre quand même assez grande, mais voilà. Et, et, euh, donc là, il y a une sorte de similitude en termes effectivement d'effectifs mobilisés. Mais ce que je voulais aussi faire, c'était vraiment une sorte d'abord de scène d'ouverture un peu calme, où on va voir quelque chose de vraiment très beau, qui est marqué par les siècles, en disant ça, c'est vraiment ce qu'il faut voir. Et notamment, c'est le publicitaire, donc le narrateur, hein, qui est là pour se détendre avant de partir dans son tournage à Marseille. Et l'idée, c'est aussi de faire le parallèle entre deux types de spectacles, donc vraiment le spectacle noble et valorisé, et le spectacle que lui va créer. Et c'est aussi finalement une façon de montrer l'impuissance. C'est-à-dire qu'on a tous des rêves, on voudrait sans doute tous faire des choses un peu meilleures que ce qu'on fait. Et je trouvais ça rigolo de montrer ce narrateur qui, lui, a des rêves d'opéra, et finalement, il va faire une barbecue party pour un hard discounter allemand, quoi. Et mais qui, à la fin, se transforme presque en vrai opéra, parce qu'il y a des drames, il y a des scènes de tension, il y a des larmes, il y a des crises, il y a des guerres, il y a des luttes fratricides. Et on ne sait même pas si, à la fin, l'histoire ira à son terme. Donc, c'est très différent, et en même temps, j'y voyais une sorte de similitude. Et voilà, et je trouvais que ça crée une sorte de tension. Et je crois que l'opéra revient de temps en temps dans le livre, et il se termine aussi à l'opéra. C'est vrai que je peux juste deux secondes, ça va prendre 2 secondes. Hein. C'est en fait finalement, je ne vais pas dire qu'il y a une lutte des classes, mais quand même un peu. L'opéra, c'est pour quand même des gens qui ont de l'argent. Et la télé-réalité, c'est la ménagère de moins de 50 ans qui a jusqu'à 10 euros à la fin du mois. Fait attention en fait. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui, c'est deux types de spectacles et très différents, où on voit que celui qui apprécie le spectacle entre guillemets noble va créer effectivement le spectacle entre guillemets plus vulgaire pour, comme vous dites, entre guillemets, la ménagère. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est cynique? Est-ce que vous avez raison, c'est vraiment, je crois, aussi une des clés du livre, hein, cette espèce de tension entre quelque chose de vraiment valorisé euh, et donc une certaine élite qui se plaît à ces spectacles-là, mais qui, pour des raisons purement commerciales, va en produire d'autres qu'on peut juger moins intéressants culturellement. Euh, et, euh, je crois que j'ai eu aussi besoin de raconter ça, parce que ça me permettait de faire de quelque chose qui était sans doute pas ce qui avait été imaginé au départ, sans doute un peu vulgaire, quand même un objet qui devienne un objet culturel. Parce que sinon, il y avait un truc qui pour moi, collait pas. C'était pas possible qu'on en reste juste à cette trivialité de ce divertissement un peu, bon, médiocre. Voilà.
Je voudrais juste rappeler qu'on peut aller tous à l'opéra pour des places pas chères. On peut aller au paradis, tout là-haut. Je pense que c'est juste la culture. Mais il y a une étude sociologique qui est très intéressante. Olivier a raison dans ces deux mondes. Voilà. Je voudrais vous poser une question qui est un peu technique sur votre travail. C'est Marion qui la pose. Elle dit comment fait-on pour que ça sonne vrai? Car ce qui est vraiment arrivé n'est pas toujours racontable avec cette vraisemblance. Avez-vous fait un travail là-dessus? Oui, c'est sûr. Et je vais même vous dire quelque chose. En fait, donc moi, j'ai mixé donc, des scènes d'invention à des scènes qui sont vraiment produites sous mes yeux et que j'ai retravaillées pour qu'elles s'intègrent bien et que tout s'intègre. Mais il y a des scènes qui se sont vraiment produites, mais là, l'éditeur a dit non, ça, c'est grotesque. Ça n'arriverait jamais en vrai. Personne va te croire. Et j'avais beau lui dire, mais si, pour le coup, ça, c'est vraiment vrai, l'éditeur a dit non, parce que ça casse des conventions, ou je ne sais pas, mais personne ne te croira. Donc, ce qui est étonnant, c'est que fait, cette histoire, elle a été reconstruite souvent à partir de scènes imaginées et qui ont remplacé des scènes vraiment vraies, mais qui, parce qu'elles étaient trop vraies ou ça ne marchait plus, ou ça ne marchait pas dans le livre, ou ça perturbait trop. Donc, c'est tout l'enjeu de l'écriture, finalement, et je crois de réussir à faire passer une histoire, des messages, à faire vivre des personnages, mais souvent en recréant des scènes qui, elles, pourront être lues et auront de la vraisemblance. Tandis qu'en fait, des scènes vraiment vraies, elles sont invraisemblables. Et donc, elles ne marchent pas dans le livre. Donc, il y a eu tout ce travail quoi, de décantage. Ouais, c'est Alors, je très vais amusant. remonter votre couverture. Est-ce qu'on peut parler de cette couverture? Parce que vous jouez souvent sur le décalage, et là, il y a quand même un vrai décalage, parce que Brest de Star, le barbecue, et puis quand on rentre dans le roman, alors effectivement, Olivier a raison, on arrive dans l'opéra, donc on se dit, il y a un décalage entre cette couverture, l'opéra, et après l'histoire qu'on va trouver à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette couverture? Alors, moi, j'en parle avec un regard qui est un peu extérieur, puisque c'est la maison d'édition qui a fait différentes propositions, qui a fait travailler différents graphistes, et c'est celle-ci qu'ils ont retenue. Euh, euh, Moi-même, elle m'a surprise, mais je la comprends, c'est-à-dire que elle raconte bien ce qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on est à Marseille, dans une villa de rêve, il y a une piscine. Effectivement, tout est centré autour d'un barbecue qui devient un peu le dieu de cette histoire, le dieu involontaire de cette histoire. Tout tourne autour de lui. Il y a les codes des plateformes. On reconnaît le bouton lecture d'une plateforme vidéo. Il y a beaucoup d'ampoules pour montrer ce côté star. Donc, je crois que c'est une sorte de résumé enfin, pas du livre, mais en tout cas, c'est pas un résumé du livre visuel, mais c'est un résumé de ce qui devait être produit. Donc du programme de divertissement publicitaire qui devait être produit. Donc là, je pense que cette couverture, elle met en avant ça, donc ce côté, comment dire, un peu trivial d'une web série publicitaire pour une chaîne de supermarché autour de barbecue. Et finalement, elle cache bien son jeu, puisque je pense qu'à l'intérieur, effectivement, on commence par l'opéra, et puis on raconte un récit qui est un peu différent et qui va nuancer, mettre une ombre sur ce côté très clinquant. Parce qu'en fait, le livre, c'est très clinquant, comme la couverture. Voilà, la couverture est clinquante, le livre raconte une histoire qui devrait être clinquante, et en fait, sous le clinquant, on découvre que ça l'est beaucoup moins. Donc, on aurait pu faire l'envers de cette couverture, qui aurait pu être très différent. Et qu'est-ce qui est plus facile, d'écrire pour la télé ou d'écrire son premier roman? Non, je crois que c'est beaucoup plus difficile d'écrire pour soi, c'est-à-dire sans commande, pour la télé ou pour les médias ou pour la publicité. Il y a toujours un commanditaire, que ce soit un client ou un producteur, avec un objectif. Et finalement, on ne porte pas la responsabilité du projet. Ça, il nous les commandait. Donc voilà, on propose des idées de façon très libre. Ah, celle-ci, cette idée leur plaît, cette idée pas. Bon, bah, très bien, ils prennent celle-là. Et ensuite, on l'écrit, mais on n'est pas responsable. Quand on écrit un livre, d'un coup, on se dit, OK, donc là, j'ai envie d'écrire ça.
Et ensuite, j'ai envie de le mettre sur la place publique ou du moins de le présenter à des lecteurs qui vont le lire. Et donc, c'est quand même une autre pression. C'est-à-dire que on sait qu'on va être jugé, que l'écriture va être jugée, que l'histoire va être jugée, etc. Et que là, en fait, finalement, le commanditaire, c'est nous, c'est l'écrivain. Donc, non, j'ai beaucoup plus de pression à écrire. Et d'ailleurs, je me relis beaucoup plus. Et parfois, je peux relire une page 10 fois en me posant la question du rythme, voilà, et en me disant, parce qu'attention, si je relis pas une fois de plus, ça se trouve, j'aurais laissé passer un truc, et ensuite, ce sera vraiment imprimé. Ouais, la pression n'est pas la même. Jean, je vous ai demandé un conseil de lecture. Est-ce que vous pouvez nous le donner, votre conseil? Oui, alors tout à fait. Donc, effectivement, donc avec Brest de Sarre, on était dans une villa. Non, non, c'est pas cela. Mais on était dans une villa brillante, joyeuse, euphorique, et même souvent folle, hein, la villa des fous. Et finalement, l'envers de ce livre serait peut-être une autre villa qui n'est pas à Marseille, mais qui est sur une ville d'eau, voilà, aux confins de la France et de la Suisse, qui est Villa Triste de Patrick Modiano. Et ça, vraiment, c'est un de mes livres de cœur pour deux raisons. D'abord, parce que j'aime bien l'ambiance, souvent dans Modiano, où là, il prend le décor de cette ville d'eau de province qui a dû être très brillante dans les années 30-40. Et en fait, là, l'histoire se passe dans les années 60-70, donc à un moment où toute la foule des villes d'eau est repartie. Et donc, il y a ce décor un peu décati. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dedans, il va le peupler de personnages qui ne sont pas les personnages de la société brillante des débuts de cette ville d'eau dans les années 30, mais qui sont des personnages qui vont jouer qui vont faire comme, qui vont essayer de faire revivre ce qu'il y avait à l'époque, les concours d'élégance, le casino, etc. Mais simplement, ce sont des gens qui ne sont pas du tout aussi brillants que les premiers. Et je trouve que ces personnages-là sont plus intéressants, et Modiano, il s'intéresse souvent entre guillemets aux usurpateurs, et je trouve que vraiment c'est fascinant, quoi. Donc bon, voilà, Patrick Modiano, c'est une sorte de génie de la littérature française, mais voilà, donc je trouvais que c'était rigolo de faire le parallèle vraiment entre la Villa des Fous et puis vraiment Villa Triste, qui est vraiment un superbe livre que j'encourage vivement à lire. En tout cas, moi, je vais rappeler que votre premier roman, Brest de Star, sorti aux éditions du Rocher, sont sur toutes les tables de librairie. Il est aussi à la librairie Idéale dans le 7e chez Olivier Gallet. Vous serez d'ailleurs en signature chez Olivier physiquement le 3 Ouais. juin. Sur la terrasse. Ouais, voilà, en terrasse. Oui, on pourra pas rentrer malheureusement, mais et on espère qu'il fait beau. Et oui, je serais ravi d'être chez Olivier pour signer Brest de Star. Avant de vous donner le mot de conclusion, demain, on se retrouve à 19h pour une soirée spéciale manuscrit où nous recevrons Jessica Nelson, qui est auteure, mais qui est aussi la fondatrice des éditions des Saint-Pères, cette maison d'édition qui met au bout du jour les manuscrits dans des beaux coffrets. Et nous aurons aussi l'expert Julien Paganetti de la librairie Les Autographes du siècle à Lyon. Je vais vous remercier, Jean et Olivier, d'avoir été avec nous ce soir. Jean, je vous donne le mot de conclusion. Merci à vous, j'ai passé un excellent moment. Voilà. Merci à Olivier pour ces questions. J'espère que cette histoire un peu rocambolesque aura pu plaire à certains. Et ce que je souhaite maintenant à tout le monde, c'est, avec les beaux jours qui arrivent, c'est effectivement de retrouver une sorte de légèreté. Parce que si ce livre décrit les excès de la légèreté, en fait, il ne faut pas oublier que la légèreté, une sorte d'insouciance, c'est fondamental. Elle nous a cruellement manqué. Et donc voilà, j'invite tout le monde à lire cet été de façon décontractée, en se changeant les idées. Parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée à tous les deux et à demain à nos amis chers lecteurs. Bonne soirée, messieurs.